Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va voir les causes de panne possibles. De ce fait, il est impératif de rajouter ici, à la place du fusible, carton souvent, une ampoule de 75 watts, donc qui va se trouver en série avec le transfo et qui protégera le transfo des risques de court-circuit, parce que la solution n'est pas de changer un fusible chaque fois qu'il saute pour voir où est la panne. Donc je vais vous simuler par exemple si la valve était en court-circuit ou un électrochimique en court-circuit. Donc on va faire un court-circuit entre la masse et la cathode de la EZ80. Donc je mets sous tension. La lampe s'éclaire un peu plus, c'est normal parce que les tubes à froid consomment plus que quand ils commencent à chauffer. Donc là on voit que la lampe commence à s'éclairer fortement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le fusible aurait sauté. Donc le fusible ne saute pas quand la lampe s'éclaire comme ça, c'est qu'il y a un défaut. Donc ne pas insister. Si maintenant je fais un court-circuit sur le tube de puissance entre l'anode, et il peut y avoir un court-circuit entre l'anode et la grille suppresseuse qui va sur la cathode ici. Donc on va simuler ici, mais là il va y avoir quelque chose de supplémentaire, c'est une ronfle à 100 périodes dans le haut-parleur. Donc pareil, la lampe s'éclaire doucement, puis progressivement. Voilà, on a une ronfle en plus qui apparaît dans le haut-parleur. Voilà, donc ceci permet de protéger le transfo et donc de changer les fusibles les uns après les autres. Donc cela n'empêche pas de mettre en service comme ça. Là j'ai supprimé tous les courts-circuits. Et on s'aperçoit quand même que le poste, s'il n'a pas de défaut, peut fonctionner quand même. On va mettre une musique sur l'émetteur. Je fais chanter les gens. Donc la radio fonctionne pas tout à fait normalement parce qu'on est en réduction de tension, mais on peut s'apercevoir que ça fonctionne quand même. Donc il est possible de prendre des mesures de tension mais qui seront faussées. À la place donc de 150 volts, eh bien, je suis inférieur à 200 volts. Le 200 volts est ici, donc j'ai 180 volts. Donc sur la haute tension, sur la HTM. Mais cela n'empêche pas le poste de fonctionner. Si je regarde maintenant sur la G1 de l'oscillateur, on s'aperçoit que l'oscillateur fonctionne parce qu'on a une tension négative. Là je suis sur 5 volts, donc j'ai moins
j'ai moins sur 5 volts, j'ai moins 1 volt. Donc l'oscillateur fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc pas de problème pour faire des essais et laisser fonctionner l'appareil comme ça, sans risque de voir le transfo brûler ou quoi que ce soit. Ensuite, si ce qu'on va faire déjà, on va faire une mesure de tension sur la cathode du tube de puissance, donc mesure de tension de cathode toujours avec l'ampoule, donc ici. Alors je peux observer sur le voltmètre mon aiguille est ici, donc là je suis sur la position 16 volts, donc 16 volts ici, est ici, là j'ai à peu près pratiquement, j'ai 6 volts et demi passé. Donc le tube n'est pas complètement crevé, hein, il est en bon état de fonctionnement. Ensuite, donc, voir la tension sur la G1 de ce tube. Cette tension doit être impérativement à 0 volts. Donc je vais changer ma sensibilité de mon voltmètre. Donc je suis ici en position 0,5 volts et je n'ai aucune tension positive. Donc le condensateur de liaison n'est pas fuiteux. Sinon, si vous voyez apparaître une tension légèrement positive sur la grille ici, donc c'est impératif, ici il doit y avoir 0 volts. S'il y a une différence de potentiel positive, le condensateur ici est fuiteux. Voilà, donc ici on a dit on avait pratiquement 9 volts en fonctionnement comme ça, avec la lampe. Donc la tension de cathode ici doit se situer aux alentours de 10 volts, entre 10 et 12 volts. Si la résistance est coupée, donc la tension va monter fortement. Le condensateur ici risque de dégager, hein, puisqu'il est isolé souvent à 30 volts, 30-35 volts. Donc bien faire attention à ça. Si la tension ici est plus élevée, c'est que le condensateur ici peut être fuiteux. Sinon le tube peut être endommagé, donc peut être en court-circuit aussi entre grille et cathode, ce qui fera monter la tension de cathode. Donc si on simule ici en court-circuit entre grille et cathode, donc il va y avoir une surconsommation, donc je vais faire un court-circuit entre la grille et la cathode. Donc on voit l'ampoule qui s'éclaire un peu plus, et la tension de cathode passe ici à 12 volts avec donc la tension qui est donc ce qui prouve bien que le tube est correct. Donc là pas de souci. On peut faire de la simulation comme ça en faisant des courts-circuits entre grille et cathode de tube pour contrôler si ils sont fonctionnels ou pas, hein. C'est pas à risque, il ne faut pas laisser planter le court-circuit 2 heures, mais ça permet de faire une analyse de tube sans sortir le tube et le mettre sur un ampomètre. Donc après on va passer au tube suivant, donc je vais mesurer la tension sur l'anode de l'EBC 91. Donc ici je suis en position 160 volts, j'ai 103 volts. Si je fais un court-circuit entre la cathode et la grille, donc le tube fonctionne.
je fais un court-circuit entre la cathode et la grille, la tension chute. Si je vous fais voir donc le voltmètre ici, donc je suis en position, j'ai 100, aux alentours de 102 volts. Si je fais un court-circuit entre grille et cathode, on descend en dessous de 60 volts. Donc pas de souci, le tube est en bon état. Ça permet, disons, de contrôler comme ça les tubes s'ils sont bons ou s'ils sont crevés. Et donc pareil ici, si je regarde en fonction de la tension anodique du tube de puissance, donc là je suis sur le transfo de sortie, j'ai actuellement donc je suis sur la position 500 volts, donc j'ai à peu près 180 volts. Si je fais un court-circuit entre la grille et la cathode, la tension chute à donc 140 volts. Donc là ici, il y a, à ne pas oublier, une résistance qui est de transfo de sortie, mais qui est une résistance de faible valeur, hein, qui se situe aux alentours donc la résistance du transfo ici au primaire, elle doit être d'une centaine d'ohms, donc c'est pour ça que la chute n'est pas très importante. Voilà, donc pour ça, on va contrôler après les autres tubes. Donc on a vu ici la 6, enfin le BC91. Donc le tube est bon aussi, sans aller le passer au lampemètre. Après on a le problème, c'est ici, on n'a pas de résistance de cathode sur ce principe-là. Pourquoi? Parce que ici, ils ont fait une limitation de débit dans ce tube en faisant baisser la tension de G2 ou d'écran, hein, selon comment on peut l'interpréter. Donc, et cette tension de G2 ou d'écran est partagée avec la tension de G2 ou d'écran du tube CH81. Donc ici on a un découplage. Si ce découplage est coupé, on va avoir un accrochage entre les deux tubes. Si donc je débranche le condensateur de découplage, voilà ce qu'on peut entendre. Ce qu'on appelle dans le jargon d'anciens qui faisait du dépannage, du motor boîtier, avec un sifflement, un battement bas et un sifflement. Donc si maintenant on contrôle la tension de G2 de ces tubes, donc on est situé à 100 volts. Si je mets le découplage, la tension monte. Je vous fais voir le voltmètre. Donc l'aiguille ici, je suis sur 160 volts, on est à 130 volts. Si j'enlève le découplage, la tension tombe à 100 volts. Donc faire attention à ça. On pourrait penser, souvent on dit ouais, le condensateur est fuiteux, mais s'il est inactif, on peut avoir aussi une chute de tension. Donc c'est impératif. Pourquoi? Parce que il y a un accrochage qui se produit si on le regarde à l'oscilloscope
entre donc ces deux tubes, entre le tube ECH81 et le tube EF91, et ici donc il se produit un accrochage, et ici la tension va se réduire fortement, et on pourrait penser que le condensateur est en fuite. Pas du tout, c'est que le condensateur peut être carrément coupé par séchage ou n'importe. Il peut être cassé à l'intérieur, en interne. Aussi bien contrôler donc la résistance de 10 kg, hein, c'est elle qui amène la haute tension ici. Ensuite, si je regarde maintenant sur l'oscillateur, on va se mettre donc sur la grille de l'oscillateur. Et qu'est-ce qu'on mesure ici sur la grille de l'oscillateur? On mesure une tension, là je suis en positif, on mesure une tension négative, avec donc le défaut du contrôleur, hein. Les fils posent problème. Si j'approche mes mains des fils, hein, ça pose problème. Donc si à tension négative, c'est que l'oscillateur fonctionne. Donc là, ici, sa tension, le recul de grille, et je suis sur 5 volts, il est de 1 volt passé, qui fluctue en fonction de la position voilà, en fonction de la position des mains sur le fil. Voilà pour ça. Donc pour ces simulations, donc impératif ne pas oublier, quand on met et qu'on contrôle un poste, une lampe est bien pratique et évite d'abîmer beaucoup de choses. Et ça permet de contrôler même le poste qui fonctionne, hein, parce que le poste est fonctionnel ici dans ce cas-là. Donc la prochaine vidéo sera sur le réglage des fréquences intermédiaires, circuit d'accord et calage de l'oscillateur pour en milieu de bande, pour après avoir réglé les fréquences intermédiaires, et qui peuvent être des fois un peu décalées, qui ont un peu glissé. Et donc on fera le circuit d'accord et circuit oscillateur ici, hein, les bobines d'accord et d'oscillateur, et je vous expliquerai comment on le fait avec un simple petit générateur qui est modulé ou même pas. C'est pas une obligation d'avoir une HF modulée, il suffit juste d'avoir une HF. Et une chose qui doit être importante sur ce circuit, ce qu'on fait, on fait un court-circuit donc sur l'oscillateur, et on mettra la HF sur l'antenne, donc la HF de la fréquence intermédiaire, pour pouvoir régler les transfos MF. On se calera ici sur la tension de CAG, donc on mettra le voltmètre sur le CAG ici. Donc on a une tension négative cette tension négative en fonction du signal reçu. Donc si j'enlève ici mon court-circuit, on voit qu'on a une tension fortement négative qui varie en fonction du signal reçu. Si je décale le poste, donc on voit bien, et ça, cette réaction se fait aussi sur l'œil magique. Donc plus la tension est négative, et plus l'accord est sur le top, sur la fréquence centrale. Voilà. Donc pour ça, et donc on verra la prochaine fois ce réglage pour régler les moyennes fréquences, au calage de l'oscillateur sur les bandes grandes ondes ou petites ondes. Donc voilà ce que on a fait le tour. Donc je vous réexplique ici à nouveau. Impératif, l'ampoule à la place du fusible, ça,
Ici, donc, bien mesurer les tensions de cathode, ici, aux alentours de entre 10 et 12 volts. Ici, celle-là, ça doit se situer, je ne me rappelle plus, on va le regarder de suite. On est à 1 volt, on n'est pas à 1 volt sur 5 volts, on est à 0,8 volts. Donc si je fais un court-circuit entre la grille et la cathode, on passe à 1 volt 2. Donc ce tube est bon parce que ne pas oublier qu'ici on a une résistance de 220 kg et que la tension chute fortement. Donc le courant n'est pas difficile à calculer. En fonction, on rajoute les deux résistances et on peut connaître la résistance interne du tube. Donc 220 et 3 kg, ça fait 223 kg. Et on peut déterminer, et après ici, la valeur de du courant en appliquant le load-ohm. Voilà pour ça, donc pas toujours utile de sortir les tubes et de les passer au lampemètre. On peut faire des analyses comme ça. Donc là c'est pareil pour si je prends ce tube ici, le tube, et je mesure la tension de G2, le tube F91. Donc si je fais un court-circuit entre la grille et la cathode et que je regarde mon voltmètre, donc ici je suis sur 160 volts, j'ai à peu près 130 volts si je fais un court-circuit entre grille et cathode. La tension elle tombe de 10 volts. Donc on peut considérer ce tube comme bon. Voilà, donc voilà pour ça. Et donc à la prochaine vidéo pour les réglages d'accord et de fréquence intermédiaire. Allez, salut, à la prochaine.